bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette conférence un peu différente qui va clôturer le cycle de cette année. Alors, on a le grand plaisir d'accueillir ce soir Stéphane Ginsburg, qui est un petit peu itinéraire et des qualités. Donc, il a terminé ses études au conservatoire, c'est une bonne nouvelle, avec un master en musique. Il a travaillé avec une série de compositeurs et de musiciens. Il est également titulaire d'une licence en philosophie des sciences à l'ULB et d'un doctorat en art à la BUB. Il a enseigné le piano et la musique de chambre au Conservatoire royal de Bruxelles, Mons et Liège. Il est actuellement professeur à l'Institut d'Alcroze de Bruxelles et il a été nommé tout récemment professeur à la Haute École de musique de Genève. Il se produit régulièrement en récital et en musique de chambre dans le monde entier et il a participé à de nombreux festivals. Il est lauréat du concours Teluto 1995 et il a reçu également le prix Tellmans de l'Union des compositeurs belges en 1999 pour son engagement dans l'interprétation de la musique contemporaine belge. En 1998, Stéphane Ginsburg a cofondé Sonar, un groupe d'artistes qui se consacre à différents types d'expression et de création artistique, notamment la musique, la danse et la littérature. Il a dirigé cet ensemble jusqu'en 2018. Il a également été directeur artistique du centre Henri Pousseur, un studio de musique électronique à Liège, de 2010 à 2013. Alors, dans le site où j'ai trouvé toutes ces petites infos, on dit arpenteur infatigable du répertoire, mais aussi explorateur de nouvelles combinaisons, incluant voix, percussion, performance ou électronique. Il consacre une grande partie de son énergie à la musique contemporaine. Il joue régulièrement avec l'ensemble Ictus, a collaboré avec de nombreux compositeurs tels que Frédéric Zesty, dont on va parler ce soir, Jean-Luc Fachan, Stéphane Prinz, Alec Paul et Mathieu Stowowitz, dont il a créé des œuvres, ainsi qu'avec des chorégraphes et des artistes visuels. Stéphane Ginsburg aime les performances immersives, comme l'intégrale des sonates pour piano de Prokofiev ou les 6 dernières sonates de Beethoven qu'il a jouées en une soirée. 2 soirées. Une soirée. Oui, c'était 2 soirées. L'une pour les Prokofiev. Ouais, c'est pas mal. Il y a peut-être une formulation française. Il s'est produit avec l'altiste Garth Knox, la soprano Sarah de Fried, la basse Sally Torvet, le percussionniste Michael Bernat et le flûtiste Manuel Zuria. Stéphane Ginsburg a enregistré Feldman, Duchamp, Satie, Fachan pour Subrosa. Il a enregistré la première mondiale de 2 pièces de David Toub pour World Edition. Son intégrale des sonates pour piano de Prokofiev est paru chez Cyprès Record en 2015. En 2018, Grand Piano Naxos publie son enregistrement de la première mondiale du Bad Template Electronic Keyboard, une série de 24 préludes et fugues du compositeur et écrivain Anthony Burgess. En 2019, Kairos a publié Piano Hero, qui est inclus dans un album dédié à la musique de Stéphane Prinz. Les derniers enregistrements pour Subrosa présentent l'intégrale de la musique pour 4 pianos de Julius Eastman et des pièces pour pianistes parlants de Frédéric Zesty. Voilà, donc avec ce panorama, je pense que vous voyez la chance qu'on a quand même de pouvoir l'accueillir ce soir et de bénéficier de quelques-unes de ses réflexions sur la nature et la place de la musique dans l'expression et la sensibilité humaine. Alors, je l'ai invité parce que j'ai fait l'hypothèse que ces contributions peuvent amener à notre projet de séminaire une extension du champ de la psychanalyse du côté de l'informe, qui, je vous le rappelle, avait été posé par hypothèse comme fondement du psychisme et de ses transformations tout au long de la vie selon des configurations très diverses. Parmi les modes de ces transformations, le langage verbal offre certes une richesse exceptionnelle, mais il rencontre rapidement ses limites dès lors qu'il s'agit d'accéder à des formes et des niveaux d'expérience flous et indéterminés. Or, ces niveaux d'expérience-là, à la fois constituent notre milieu, mais peuvent également s'avérer comme mode de symbolisation important, y compris des zones traumatiques. Ouvrir à la réflexion du côté des langages musicaux m'apparaît ainsi
comme une nécessité pour mieux comprendre le fonctionnement psychique. Alors peut-être pour ceux qui ne sont pas psy, et éclairer un tout petit peu ce que je raconte, ce par quoi je termine, je dirais simplement un tout petit extrait d'une séance avec une dame qui va mal depuis plusieurs années, vraiment mal, très très mal. Elle souffre quotidiennement d'une angoisse et d'un malaise existentiel extrêmement profond qui l'empêche pratiquement de vivre. Et alors, ce matin, elle m'amène la photo qu'elle a prise d'un morceau de texte, d'un roman. Et dans ce roman, bon, j'ai oublié la littéralité de ce qui est écrit, mais en gros, c'est l'écrivaine écrit au nom du personnage principal. Les mots ne peuvent pas décrire ce que je ressens, parce que ce que je ressens est complètement intriqué dans mon être, dans mon corps, dans ce que je suis. Ma souffrance, c'est ce que je suis. Et elle dit, bon, c'est mieux que ça, c'est un roman très très bien écrit, et elle dit, voilà, j'ai lu ça, et je me suis dit, ça c'est vraiment ça, et c'est vrai que cette femme a beaucoup de mal à parler, c'est très difficile pour elle de parler. Et alors, ce qui est plus intéressant, encore plus intéressant, c'est que dans la suite de la séance, elle me dit, en venant ici, j'ai eu une image, j'ai pensé à la côte atlantique, où on va très souvent en vacances, en famille, et sur cette côte atlantique, à cet endroit auquel je pense, la côte, la plage, c'est pas la plage, la côte des sableuses descend de manière très très brutale. Et il y a des morts chaque année, parce que les vagues de l'Atlantique, on ne voit pas ça d'en haut, mais d'en bas, si on est en bas, on s'aperçoit que ces vagues viennent se jeter contre cette sorte de muraille oblique qu'il est pratiquement impossible d'escalader, et qu'elles éclatent sur cette muraille, donc elles poussent, et elles reviennent et projettent la personne qui est là en arrière. Et elle dit, eh bien ça, c'est ce que je ressens constamment. Donc ce sentiment d'être, par derrière, quelque chose la pousse, la projette, la renvoie et la noie. Et elle dit, et ce que j'entends, c'est le bruit des vagues qui arrivent dans mon dos, l'éclatement sur le mur et la submersion qui me revient en retour. Et je pense que c'est intéressant parce que je pense qu'on pourrait le mettre en musique, ça. Il y aurait moyen. Et je trouve intéressant qu'elle passe par l'image pour arriver à cette expression formidable, quand même, d'une souffrance qui ne peut pas exprimer, en tout cas très difficilement parler. Voilà. Stéphane, je te cède la parole en te remerciant vraiment beaucoup d'être parmi nous. Bonsoir, d'abord merci à Jean-Paul et Mathieu d'avoir invité à m'éclairer devant vous ce soir. Ce n'est pas si courant que je me retrouve entouré de tant d'analystes, enfin je sais que vous êtes tous amis. Ça m'est arrivé il y a une quinzaine d'années, alors que un congrès de la cause freudienne avait lieu à Bruxelles avec beaucoup d'analystes qui étaient tous réunis dans la grande salle du conservatoire de Bruxelles. Il y en avait plus encore. Et on m'avait invité à donner un récital. Donc je n'avais pas parlé, j'avais simplement donné un récital. Voilà, aujourd'hui je vais parler, enfin je vais essayer de parler. Et je vais parler de musique, enfin de certains aspects de la musique. J'aurais pu parler de tas de choses. J'aurais pu parler du track. Je crois que c'est une question assez intéressante que tous les musiciens doivent apprendre à apprivoiser, auxquels ils font face quand ils montent sur scène. J'aurais pu parler des idées noires. Ça, c'est aussi une chose qui est très très courante chez les musiciens dans le travail. Voilà, je suis nul, ça marche pas aujourd'hui, ça sonne pas bien. C'est quelque chose qui est récurrent chez beaucoup de musiciens. J'aurais aussi pu parler de la question, on en a parlé hier soir, de ce que c'est qu'une émotion, de ce que c'est qu'un sentiment en musique, de ce que c'est que la transmission d'une émotion, enfin de ce que beaucoup pensent être la transmission d'une émotion. Est-ce qu'il y a des émotions dans la musique?
Est-ce qu'il y a des sentiments dans la musique? Mais voilà, j'ai décidé de ne pas parler de toutes ces choses parce que m'est revenu en mémoire une conférence donnée par le compositeur américain dont je ferai une brève présentation tout de suite, Frédéric Rzewski, dont le fils me fait l'honneur d'être présent ici, un des fils, qui est musicien aussi. Une conférence que Frédéric Rzewski a donnée en 1994 à l'Académie des Arts de Berlin et qui s'intitule Inner Voices, donc les voix intérieures. Alors Frédéric Rzewski, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, Frédéric nous a quittés l'année dernière au mois de juin, donc il y a presque un an. Ça va être le premier anniversaire de son départ. C'est un compositeur américain qui avait, je pense, qui était tombé amoureux de l'Europe, qui avait élu domicile en Europe et en particulier en Belgique, mais aussi en Italie. Voilà, l'appel de la musique européenne, mais qui est un compositeur américain, évidemment, comme beaucoup d'Américains d'origine européenne, dans son cas d'origine doublement polonaise, catholique d'un côté, juif de l'autre, né dans le Massachusetts en 1938, fils de 2 pharmaciens, donc un milieu relativement aisé, je dirais, bourgeois. Frédéric a fait des études très très brillantes, c'était quelqu'un d'extrêmement brillant, qui maniait plusieurs langues. Oui, j'en ai dit, merci. Qui maniait plusieurs langues, qui lisait couramment dans le texte en russe et en grec ancien, qui était pianiste, qui a passé une partie de sa carrière en tant que pianiste, mais aussi en tant que compositeur. Il est venu en Europe, en Italie plus précisément, pour travailler avec Dalla Piccola. Et puis, après moult pérégrinations, il s'est retrouvé en Belgique, à l'invitation d'Henri Pousseur, donc un grand compositeur, un de nos grands compositeurs belges, qui avait fréquenté l'école de Darmstadt, donc tous ces compositeurs dont l'école a émergé après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50. Darmstadt est une petite ville en Allemagne de l'Ouest. Je citerai Stockhausen, Berio, Ligeti, etc. Et donc Henri Pousseur, qui était un homme très progressiste, était devenu directeur du Conservatoire de Liège et avait eu l'idée d'inviter des personnalités qu'il estimait vraiment progressistes comme lui, qui allaient amener des idées nouvelles, qui allaient prendre des risques. Et on peut dire qu'avec Frédéric Rzewski, il était gâté. C'est quelqu'un qui aimait prendre des risques et certainement ne pas suivre les chemins tout tracés. Et donc Frédéric Rzewski est devenu professeur de composition au Conservatoire de Liège en 1977 et il est resté jusqu'au début des années 2000, si je me souviens bien. C'était aussi un pianiste extraordinaire, pas seulement un compositeur. Et donc, une partie de sa carrière, il l'a exercée en tant que pianiste. Il a vécu de ça, il le disait très souvent d'ailleurs. Parce qu'on croit qu'un compositeur, c'est quelqu'un qui est enfermé chez lui, qui écrit. Non, non, lui a été lui-même en contact avec des compositeurs. Il a créé des pièces de compositeurs importants. Il a créé beaucoup de pièces de musique de chambre. Et il avait un rapport extrêmement particulier et inspirant pour un musicien, pour un jeune musicien comme moi, à l'interprétation, puisqu'il était aussi compositeur. Il faut dire que c'est une particularité en musique classique, puisque je parle évidemment ici de musique classique occidentale. Hein. C'est le domaine auquel on appartient. Nous ne sommes pas des musiciens populaires, des musiciens folkloriques ou des musiciens de culture extra-européenne. La particularité de Frédéric Rzewski était d'être un interprète-compositeur. Ce qu'étaient en fait la plupart des interprètes, ou la plupart des compositeurs, la plupart des grands compositeurs dont vous connaissez certainement les noms. Je peux les citer comme ça en vitesse, quelques-uns, Bach, Beethoven, Mozart, Schumann, Liszt, et puis plus tard Bartók, Prokofiev, étaient tous des interprètes, et ceux-là en plus tous des pianistes, et en plus de ça, tous des improvisateurs. Ça, c'est aussi une grande particularité chez Frédéric Rzewski, c'est l'improvisation, l'importance de l'improvisation. Ce sont des éléments sur lesquels il a insisté beaucoup, il en parlait énormément, il parlait énormément de l'improvisation, la liberté de l'improvisation, qu'il parvenait à combiner avec sa composition, mais aussi avec sa manière de jouer. On a l'impression que jouer de la musique, être un interprète, est un travail de pure restitution et de respect d'un texte établi par un compositeur, mais il y a bien plus que ça.
je ne vais pas entrer dans les détails sur le degré de liberté qu'a l'interprète par rapport au texte, quoi, peut-être j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Et donc ce triptyque compositeur, interprète, improvisateur est quelque chose qui s'est largement perdu aujourd'hui. Donc on a ça s'est perdu dans le courant du XXe siècle, on a un très grand nombre de musiciens classiques qui sont soit compositeurs, soit interprètes, parfois improvisateurs. Mais le tout ensemble est devenu assez rare. Donc Frédéric Rzewski, à cet égard, était une rareté, n'est-ce pas, dont il y avait énormément à apprendre. Et donc Frédéric Rzewski donne en 1994 une conférence à Berlin où il parle de Inner Voices. Il commence sa conférence par un petit jeu. Je me suis dit que j'allais peut-être le faire avec vous, mais c'était un peu... avec des analystes, faire ce genre de petit jeu, c'était un peu prendre des risques, mais je vous décris le petit jeu parce que je l'ai trouvé amusant. Donc il demande à son public de prendre une feuille de papier, un crayon, et de noter dans le courant de la conférence les 10 idées, les 10 événements, les 10 personnalités qui, selon eux, ont compté durant les 25 années qui ont précédé, sans communiquer entre eux, sans vraiment y réfléchir, donc simplement les noter comme ça à la queue leu-leu, pour les partager après, à la fin de la conférence, et voir si on trouve quelque chose de commun. Voilà, je vous propose pas de jouer à ce petit jeu. Oh, parce que c'est pas le sujet de la conférence, mais et donc donc Frédéric Rzewski s'attelle à discuter. Et ce dont j'aimerais un peu discuter aujourd'hui, mais je vais vous dire un peu comment je compte en discuter, parce que la question c'est comment discuter de la musique. Comment parler de la musique? Est-ce qu'on peut parler de la musique? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on trouve des réponses? Est-ce qu'on a besoin de faire des analogies avec d'autres types d'art, ou avec la science, ou avec je ne sais quoi encore d'autres? Moi je trouve ça, en tant que musicien, je trouve ça extrêmement difficile. Je me réfère toujours à la parole de Stockhausen qui dit « Mais si je devais parler de ce que j'ai composé, si je devais parler de ma musique, je ne l'aurais pas composé. Donc ce que je dis dans ma musique, ce sont essentiellement des choses... Tu parlais de cette dame qui dit « Je n'arrive pas à exprimer cette chose qui est en moi. » Ce que je dis dans ma musique, si je ne peux pas le dire autrement que dans ma musique. Et c'est là que s'articule la discussion avec Frédéric Rzewski, qui est la question de la voix ou des voix intérieures. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est important pour un musicien, ces questions de la voix intérieure? Je voudrais aussi vous parler de mon expérience de ce que c'est que la voix intérieure. Donc voix, pas la voix intérieure, les voix comme les voix qu'on entend. Et donc on peut dire que en fait, il y a deux acceptions générales qui seraient intéressantes à discuter. Il y a une acception qui est proprement musicale. Donc les inner voices, les voix intérieures, sont simplement les voix qui se trouvent coincées entre... Je ne sais pas si la plupart d'entre vous avaient des notions musicales, mais je vais entrer dans le détail tout de suite. Sont les voix qui se trouvent, par exemple, dans un choral à 4 voix, entre la voix la plus aiguë, le soprano, et la voix la plus basse, la basse. Ça sont les voix intérieures. Alors souvent, ce sont des voix secondaires. Elles sont non seulement mélodiquement secondaires, mais aussi harmoniquement secondaires, puisque l'oreille a tendance à entendre les extrêmes, en particulier la voix supérieure. Alors dans l'évolution de l'histoire de la musique occidentale, si on remonte, je dirais, au XIVe ou au XIIIe siècle, quand on commence à sortir de la musique liturgique, du chant grégorien, qui est essentiellement à une voix, qui est monodique. Donc on a des phrases musicales qui ont une seule voix, il n'y a pas question de voix intérieure dans cette musique-là. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le développement d'une polyphonie relativement simple, donc une superposition de différentes voix qui sont essentiellement le fait de la tessiture des chanteurs. Donc un chanteur qui a une certaine tessiture, c'est pas une tessiture de basse, peut chanter un
un chant à une certaine hauteur. S'ils chantent avec un chanteur qui a une tessiture plus élevée, ces deux chanteurs peuvent chanter, par exemple, à une octave de distance, mais à l'unisson, si vous voulez, pas à l'unisson, mais la même chose à une octave de distance. À partir de là, ce qui se développe, en fait, c'est un système polyphonique relativement complexe, parce qu'à force d'ajouter des voix, ce que vous créez, en plus de la structure horizontale, qui est la structure mélodique horizontale, donc la mélodie se déroule horizontalement dans le temps. Si elle est notée horizontalement sur le papier, vous avez la naissance d'une structure verticale, c'est-à-dire une superposition d'éléments qui sont synchronisés. On chante la même chose en même temps, exactement la même chose en même temps, mais on peut chanter ça, on peut chanter à l'octave, on peut chanter à la quinte, on peut chanter à la quarte, on peut chanter à la tierce. Donc on peut faire varier les intervalles. Si vous écoutez de la musique ancienne, vous reconnaîtrez très facilement. Je n'ai pas apporté d'exemple de cette musique-là, je ne voulais pas commencer aussitôt. Ce qui se passe, c'est que donc, quand on a une évolution mélodique similaire, ce qui peut se passer, c'est qu'au fond, les chanteurs d'une ligne mélodique similaire se mettent à chanter des choses dissimilaires, c'est-à-dire que les intervalles changent dans le cours, dites-moi si vous me suivez, ou si vous me suivez, change dans le cours de la mélodie. C'est-à-dire que quand un des chanteurs monte, l'autre peut descendre. Et donc on a une variation des intervalles. En fait, la complexification de ce système donne naissance véritablement à la polyphonie. C'est-à-dire à la superposition de voix qui se correspondent, mais qui ne font pas la même chose en même temps. Et je passe sur la complexification rythmique parce qu'on n'a pas nécessairement une superposition qui sera homophonique, c'est-à-dire tout le monde ne va pas chanter en même temps, on peut avoir des silences, des rythmes, etc. Ce à quoi on assiste, c'est en fait la naissance d'une structure harmonique, c'est-à-dire une structure verticale de la musique qui s'ajoute à la structure horizontale de la musique qui est la structure mélodique. J'explique souvent à mes étudiants, à mes élèves qui ont tendance à apprendre, c'est un peu la même chose avec la grammaire en français, à apprendre la théorie comme si elle avait été préétablie avant ce qu'elle décrit, en fait. C'est la même chose en musique, donc l'harmonie, le contrepoint, la théorie de la polyphonie ne préexiste évidemment pas à la musique elle-même. Elle est toujours déduite des expériences, des compositions musicales qui sont le fruit de la réunion de musiciens qui chantent ensemble, qui jouent ensemble, qui improvisent ensemble, ou de compositeurs qui assemblent des éléments musicaux. Donc on a la naissance de deux structures, donc une verticale, l'harmonie, une horizontale qui est la mélodie. Dans cette structure-là, ce qu'on a, c'est littéralement quelque part une égalité stricte entre toutes les voix. C'est ce qu'on a si vous allez au temple et que vous écoutez des chanteurs qui chantent des chorales de Bach. Même si on entend un peu plus le soprano et la basse de nouveau, en fait toutes les voix sont équivalentes. Comme dit Frédéric Rzewski, il y a quelque chose de démocratique dans la musique ancienne qui tend à disparaître avec le temps et qui, au moment de la musique romantique, a complètement disparu parce qu'en fait les voix intérieures deviennent littéralement des voix secondaires. Alors que dans Bach, encore, Bach qui écrit à la manière baroque 100 ans après la période baroque, il ne faut jamais oublier ça, Bach n'est pas très moderne, il est simplement génial, ce qui est déjà pas mal. Dans ce que Bach écrit, on a en principe une stricte égalité entre toutes les voix, surtout dans une forme fuguée. Alors, ce que je ne veux donc pas faire ici, c'est en tirer quelque chose qui serait une théorie ou en tirer des conclusions, en dire voilà, j'ai compris que, en fait, les voix intérieures dans la musique, ça correspond à quelque chose, des voix intérieures dans l'esprit, etc. Non. Ce que je voudrais faire, et ce que je fais souvent d'ailleurs, c'est plutôt décrire quelque chose, vous faire entendre quelque chose, éventuellement, je pense que c'est toujours utile, vous faire entendre des choses que vous réentendrez peut-être en écoutant de la musique. Ah oui, en effet, maintenant j'entends ce dont il parlait. Et ce n'est pas, dans ce cas-ci, une question de connaissance théorique particulière,
c'est plutôt une question d'avoir eu son attention attirée sur quelque chose qui est un petit peu plus enterré, enfin enseveli, concealed, qui est un peu plus caché que ce qu'on imagine. Donc j'ai amené avec moi quelques exemples musicaux que je vais vous jouer, je vais un peu vous les détailler. Ce sont des exemples qui sont tirés de la littérature classique et qui vont dans l'ordre chronologique, qui m'ont semblé intéressants. Il y a peut-être des exemples plus éloquents, mais je trouve ceux-là sont particulièrement intéressants, où je vais vous faire entendre ce que c'est qu'en fait les voix intérieures dans une musique. Et en fait l'importance que ces voix intérieures revêtent, malgré le caractère secondaire qu'on leur prête. Parce qu'en fait, dans l'harmonie à 4 voix, l'harmonie de base à 4 voix, chaque voix est importante. C'est-à-dire que vous avez, si vous voulez, un spectre sonore qui a besoin de toutes les voix pour produire la richesse sonore maximale. On entend très bien qu'une musique monodique, elle peut être très riche, mais elle ne peut jamais être très riche sur le plan vertical. Elle peut être très riche sur le plan horizontal, elle peut être très riche rythmiquement, elle peut être très riche au niveau du timbre, elle peut être très riche, je ne sais pas, au niveau de... Enfin, mais pas au niveau de la structure verticale, pas au niveau harmonique. Donc en fait, les voix intérieures ont cette importance de ces voix qui sont des voix secondaires, mais qui sont absolument indispensables pour créer la structure d'ensemble. J'ai une anecdote à ce propos. Je me souviens, il y a très très longtemps, je faisais un cours d'été aux États-Unis et il y avait un professeur là qui donnait cours de musique de chambre qui était le deuxième violon du quatuor Cleveland. Donc le quatuor à cordes, c'est vraiment le paradigme de l'ensemble harmonique, puisqu'on a les 4 voix et en plus on a la possibilité de jouer des accords à chaque instrument. Dans le répertoire classique pour quatuor à cordes, le second violon, donc on a un premier violon, second violon, alto, violoncelle. Le second violon a souvent un rôle secondaire par rapport au premier violon qui joue les éléments mélodiques. Donc on l'entend moins, mais en fait, ce qu'expliquait ce professeur, c'est que le rôle du second violon est toujours de soutenir ce que fait le premier violon et d'exister pour mettre en valeur, pour mettre en avant ce que joue le premier violon. Sans le second violon, en fait, on a une espèce d'écroulement du quatuor, d'écroulement harmonique du quatuor. Il manque quelque chose, d'affaissement, je dirais. C'est plus un affaissement qu'un écroulement. Donc mes exemples sont tirés de la littérature, vont jusqu'à aujourd'hui. J'ai évidemment des exemples de musique de Frédéric Rzewski. Et après avoir discuté ces exemples, après vous avoir fait entendre de quoi il s'agissait, je vais parler de l'autre aspect de ce qu'est la voix intérieure, puisqu'il y a un autre aspect, évidemment, sinon ça serait un peu limité. C'est littéralement la voix intérieure, c'est-à-dire la voix qu'on entend à l'intérieur, la voix qu'on entend dans sa tête, ou les voix qu'on entend dans sa tête. Frédéric Rzewski cite dans sa conférence un extrait de la Bible où effectivement il est question de plusieurs voix. Quand Dieu dit à Abraham qu'il entend plusieurs voix, il y a effectivement plusieurs voix. Il y a plusieurs voix dans sa tête, il y a des voix qui sont à des niveaux différents. Donc qu'est-ce que c'est que cette voix intérieure ? Dans sa conférence, Frédéric Rzewski explique l'importance que revêt pour lui non seulement ce qu'il entend, et moi c'est ce dont je vais parler, c'est-à-dire c'est ce que j'entends, c'est la musique que j'entends à l'intérieur, et qui est en lien direct avec la musique que je fais à l'extérieur. On a parlé de l'intérieur-extérieur hier, mais d'une façon que je trouve essentielle. Je ne peux pas faire de musique sans cette voix intérieure. La voix intérieure, ou les voix intérieures dont parle Frédéric Rzewski, sont les voix qui lui disent dans quelle direction aller, comment écrire, comment s'arrêter, les voix qui le censurent, les voix qui lui disent voilà ce que tu entends à l'extérieur, voilà comment tu l'entends à l'intérieur, qui lui disent la différence entre l'intérieur et l'extérieur. J'ai pris exemple sur ce qu'il explique, son rapport à cette voix intérieure qui l'habite constamment et qui l'incite à écrire de la musique. Et la voix intérieure que j'ai cultivée dans ma pratique musicale et qui m'aide à produire le son que vous entendez quand je joue. Voilà, donc je passe aux exemples.
Mon premier exemple provient, il faut que je le retrouve, des chorales de Jean-Sébastien Bach. Voilà. Donc les chorales de Jean-Sébastien Bach sont des chants liturgiques qu'il a harmonisés, qui sont des chants qu'on chante au temple, qui sont a priori monodiques. Lui, il les a harmonisés. Ils étaient chantés à 4 voix. Et celui-ci, je l'ai choisi exprès. Il est d'abord très très connu. C'est Ein Festwohl in unser Gott. Je ne sais pas si c'est pour la Pentecôte. D'abord, j'en avais cherché un pour la Pentecôte parce que je trouvais que c'était d'actualité. J'imagine que vous avez tous dignement fêté la Pentecôte. Donc j'ai choisi celui-là parce qu'il est très très connu. Et surtout, chose intéressante, dans le recueil de chorales que j'ai, il y en a 2 versions différentes. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, ça vous sera familier. Et donc, ces 2 versions me permettent de comparer ce que Bach fait, ce qu'il pratique à l'intérieur du choral et comment il décide quelles sont les voix intérieures qui vont apparaître. Alors souvent, quand vous entendez une musique, vous entendez un quatuor à cordes, vous entendez une pièce orchestrale, vous entendez l'ensemble des voix réunies, et c'est souvent assez difficile de faire en sorte que votre attention soit fixée sur une chose particulière sans oublier les autres. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous êtes dans une foule et vous discutez avec quelqu'un. En fait, votre oreille, instinctivement, vous fait entendre un petit peu moins ce qui se passe autour de vous pour vous concentrer sur la voix de cette personne à laquelle vous parlez. Or, moi, je pense qu'en musique, la conjonction des voix, donc la nécessité que le compositeur induit dans le fait qu'il agence ces voix, fait que toutes les voix sont importantes. Et que donc, peut-être un peu moins pour les auditeurs, mais je pense que ça sera intéressant à entendre, mais en tout cas pour les interprètes, ou pour l'interprète que je suis, je ne peux pas faire l'impasse sur les voix que j'entendrais moins si je ne les avais pas écoutées pour elles-mêmes. Donc je vais d'abord vous jouer, je ne vais peut-être pas vous jouer tout, mais je vais d'abord jouer l'ensemble, donc les 4 voix, en tout cas le début du choral. Ok, donc vous entendez très bien qui est en fait le choral sur lequel le texte est dit. Et puis vous entendez très bien qui est là-bas. Si je mets les 2 ensemble. Voilà, on entend que, comparé à ce que vous avez entendu juste avant, il y a, alors la clarté est là, vous reconnaissez très très bien ce que vous avez entendu avant, mais il manque quelque chose, il manque le corps, en fait, il manque le centre. Si je ne joue que le centre, ce que vous aurez, c'est ça. Donc si je ne jouais que ça, vous ne pourriez pas reconnaître la pièce. Il n'y a plus aucune référence. Parce que la référence de la pièce, c'est son aspect mélodique,
et c'est la basse qui est le fondement harmonique. Si vous voulez, la base des accords, c'est le fondement harmonique. Donc on a besoin... On ne reconnaît pas la pièce quand on joue les voix intérieures, mais on a besoin des voix intérieures pour faire que la pièce est complète. Si je fais un autre agencement, donc je jouerai le soprano et l'alto. Et je jouerai le ténor et la basse. Ça reste difficile. Maintenant, on va faire l'expérience, c'est que je vais tout rejouer et j'aimerais, le plus honnêtement possible, que vous me disiez si vous entendez la musique autrement. Alors j'étais un peu vite, hein, je n'ai joué qu'une seule fois chaque élément, donc c'est vraiment en accéléré. Voilà. Est-ce que vous avez eu l'impression d'entendre mieux, ou bien ça vous a semblé aussi abscon, je dirais, que la première fois, c'est-à-dire vous avez entendu les voix extrêmes, mais vous n'avez pas vraiment entendu ou eu conscience qu'il y avait quelque chose aussi qui se passait au milieu. Merci. Merci. Alors, j'ai une deuxième version de ce choral où, évidemment, le choix des voix intérieures est différent, c'est-à-dire l'harmonisation de Bach est différente. Et dois-je aussi le souligner, dans cette musique, on est un peu pas très très loin de l'époque où chaque voix est équivalente. Chaque voix doit être traitée de manière équivalente. Je parlerai de ça après quand j'aborderai la question de la fugue chez Bach, qui est une autre application du contrepoint. Parce qu'ici, il n'y a pas d'éléments fugués. Donc, même si on a un élément mélodique très important, qui est le choral lui-même, en fait, toutes les voix ont une existence conjointe et indépendante, mais d'égale valeur. C'est-à-dire que si on fait chanter ça à un chœur, on ne va pas nécessairement demander « vous chantez moins fort, on ne doit pas vous entendre » et « vous, on veut vous entendre ». Donc, ce que vous entendez ici, ce qui ressort naturellement parce que ça appartient au contenu mélodique. Quand on avance dans l'histoire de la musique et qu'on arrive dans la période romantique, on a littéralement un changement de paradigme, c'est-à-dire que la mélodie devient essentielle et on est plus dans le cadre d'une monodie accompagnée et l'accompagnement devient vraiment quelque chose de, si pas nécessaire, mais vraiment secondaire, qu'on ne doit pas vraiment entendre. Et à cet égard, le contrepoint disparaît un petit peu. Donc on n'a plus cette structure aussi serrée à quatre voix. Donc une deuxième version de ce choral, Ein feste Burg. Je continue, hein, parce que c'est... Vous entendez la différence avec l'autre. Moi, je trouve que personnellement, celui-ci est plus riche. Voilà, parce que les intervalles sont plus grands, les accords sont plus écartés, donc on a une impression harmonique qui ressemble plus à, je dirais, un quatuor d'instruments à vent et quelque chose de plus riche. Je ne vais pas faire le détail de celle-ci. Mon deuxième exemple provient du clavier bien tempéré, dont on parlait hier soir, et qui est donc un corpus de 48 pièces qui sont composées, qui sont des couples de pièces, un prélude
et une fugue. Ici, je vais m'intéresser à la fugue, évidemment, puisqu'on s'intéresse à la question des voix et du contrepoint. Et donc, ces préludes et fugues sont écrits, je ne sais pas si vous connaissez le clavier bien tempéré, ou même... Alors, bien tempéré, je dis deux mots là-dessus parce que c'est intéressant. Donc, le tempérament égal, qui est une manière d'accorder les instruments qui est assez nouvelle à l'époque de Bach. Donc, le clavier bien tempéré, je crois, doit dater de 1732, quelque chose comme ça, 32, 33, permet à Jean-Sébastien Bach de composer dans toutes les tonalités, indifféremment. Donc, toutes les tonalités majeures et mineures, x2, donc 24, tonalité majeure et mineure, x2, 48. La raison du 48. Ça, je ne vais pas entrer dans des questions de théorie musicale, pourquoi, d'où sont, etc., la question de la tonalité. Mais en tout cas, c'est un corpus d'œuvres qui n'aurait pas été possible d'écrire 100 ans avant, parce que le tempérament était un tempérament naturel, donc basé sur les harmoniques naturelles du son. Les instruments étaient accordés différemment. Si vous écoutez de la musique ancienne, donc qui date d'avant Bach, d'avant Monteverdi, qui est joué sur instruments anciens, donc qui n'est pas joué, pas des enregistrements des années 60 ou 70, mais des enregistrements récents, vous entendrez que les instruments sont accordés un peu bizarrement, pas du tout comme un piano moderne. Alors ici, dans la particularité de la fugue, c'est un apport qui n'existe pas dans le choral, c'est l'apport du canon, la forme canonique. Le canon, c'est une forme qui consiste à imiter. Donc on donne un élément et puis on imite cet élément. On reproduit cet élément ailleurs, une octave plus haut, une quinte plus haut, etc. Et on le reproduit plusieurs fois jusqu'à créer une structure à X voix, minimum 2 évidemment, puisqu'on a besoin de quelque chose on a besoin d'un contrepoint, on a besoin de deux voix qui se combinent, mais ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, et chez Bach ça va jusqu'à 6. Ça demande, c'est assez étonnant parce que ça demande à l'interprète, au compositeur, et vous verrez, je vous raconterai une anecdote parce que ça concerne l'improvisation aussi, une capacité mentale de gestion de mélodie, c'est-à-dire de mouvements horizontaux, mais aussi verticaux, absolument vertigineux en termes de... Je dirais que ça ressemble à ce qu'un joueur d'échecs fait quand il arrive à envisager une multitude de possibilités en même temps et à la fois être en mesure d'improviser. Parce que les joueurs et les joueuses d'échecs, il y a beaucoup de très bonnes joueuses d'échecs aussi, improvisent aussi dans leur jeu. Donc il y a un côté instinctif dans le jeu, comme dans l'improvisation. Donc ce qu'on a, c'est... La constitution d'une structure polyphonique, mais extrêmement structurée autour d'un thème ou d'un sujet, on peut appeler ça thème ou sujet, qui est une mélodie et qui fonctionne par imitation. Donc on va avoir le thème qui est exposé, et puis le thème qui est réexposé. On ajoute une voix qui est réexposée une troisième fois, on ajoute encore une voix qui est réexposée. Dans le cas de cette fugue, on a 4 voix, une quatrième fois, pour donner une structure à 4 voix, littéralement, qui fonctionnent de concert, et donc forcément des voix intérieures, des voix internes. Mais encore dans une configuration qui est celle de Bach, c'est-à-dire une configuration où les voix internes sont très importantes, parce que toute voix qui devient voix interne a été voix principale à un moment, puisqu'elle a exposé le thème. Donc c'est un peu le grand moment de la voix, c'est quand la voix expose le thème. Ah, ça c'est mon moment, j'expose le thème, et puis je passe le thème à la deuxième voix. La deuxième voix expose le thème, la troisième, la quatrième, on continue, et puis on recommence. Comme ça, plusieurs fois tout au long de la fugue, où les thèmes sont constamment réexposés dans tous les sens, de bas en haut, de haut en bas. Donc c'est une structure extrêmement serrée et complexe de combinaison d'éléments qui prennent leur source dans la structure du thème. Alors, je vais vous jouer un petit bout et vous faire entendre comment ça fonctionne, un petit bout de la première fugue
du premier livre, du clavier bien tempéré, dont vous connaissez, j'en suis certain, le prélude. Je vais vous jouer juste quelques mesures du prélude, parce que c'est... Voilà. Le prélude, c'est ça. Qui n'est pas du tout une pièce polyphonique. Pour le coup, ça, c'est une pièce qui est purement harmonique. C'est-à-dire, on a un déroulement d'harmonie qui se fait de manière tout à fait horizontale. On a première harmonie, deuxième harmonie. Donc, tout est séquentiel. On a une chose, une autre chose, une chose. Il y a les seules choses qui sont superposées, c'est le fait que les accords ont été déroulés, si vous voulez, défaits. C'est-à-dire, on ne joue pas tout en même temps, on joue un son après l'autre et on répète une partie de l'accord. Donc on ne fait même pas... On aurait pu faire ça. Non. Il y a quand même un peu d'inventivité chez Bach. Il avait... Avec ce prélude, donc va une fugue, et couplée une fugue en do majeur à quatre voix. Et je vous joue le sujet de cette fugue. Vous allez entendre comment ça se construit et comment le sujet devient voix secondaire ou voix intérieure alors qu'il a été voix principale. Donc le sujet consiste en ceci. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc c'est... Je ne sais pas si on peut appeler ça une petite chanson, un petit air, une petite mélodie. Qu'est-ce que Bach fait avec ça? Mais en fait, c'est très simple. Il va faire entrer sur ce premier sujet un deuxième sujet, qui est le même que le premier sujet, à la quinte supérieure. Donc la quinte supérieure, ça veut dire que si le sujet commence sur Do, le deuxième sujet commencera sur Sol. C'est-à-dire 5 notes au-dessus. Et ça donne ceci. Je m'avance, j'ai déjà commencé à jouer le troisième. En fait, ce dont vous vous rendez peut-être compte, c'est que votre oreille est toujours évidemment attirée par ce qui est nouveau, par ce qui entre, par ce qui revient. Donc il y a une très grande importance de la mémoire dans l'écriture d'une fugue, puisque le sujet est répété. En fait, vous l'avez entendu une fois. Si vous l'entendez une deuxième fois juste après, en fait, je l'ai déjà entendu, je l'écoute. Vous l'entendez une troisième fois, je l'ai déjà entendu, je l'écoute aussi. Et le reste vient comme ça, de manière un peu confuse, si vous voulez, dans votre esprit, dans votre écoute, remplir l'intérieur et venir alimenter le discours musical qui soutient l'entrée du sujet suivant. Donc vous avez entendu, et un troisième sujet qui est aussi à la dominante, et il y aura un quatrième sujet qui sera de nouveau à la tonique, donc sur Do. Il faut dire que ça semble presque inconcevable. Moi, je suis incapable d'improviser une pièce comme ça, totalement incapable. C'est trop complexe pour mon petit cerveau. Il semble que Bach était capable d'improviser ce genre de choses. Donc, on lui donnait un sujet, on lui dit voilà une mélodie, et improviser une fugue. Et à ce titre, il s'était retrouvé un jour chez Frédéric de Prusse, qui était flûtiste. Et donc c'était une part importante de la vie des compositeurs à l'époque de rendre visite aux monarques dont ils étaient souvent considérés comme de simples valets, enfin de grande importance et de grande valeur, parce qu'ils composaient leur musique quand même. Et donc Frédéric de Prusse, qui avait une très grande admiration pour Bach, lui soumet un sujet, enfin un thème à la flûte. Qu'est-ce qui est ce thème-là ? Vous entendez, c'est très chromatique. Donc c'est pas un sujet très très facile. Il joue ça à la flûte
Et Bach se met au clavecin et il improvise une fugue à 6 voix. Comme ça. Comme ça. Il rentre chez lui et il écrit ce qu'on a toujours aujourd'hui qui s'appelle l'offrande musicale, donc qui est le cadeau musical que Bach a offert à Frédéric II de Prusse, où il a tout réécrit parce qu'il n'était pas du tout content de son improvisation, qui était, voilà, dont on n'a aucune trace. Donc un œuvre entier qui est consacré à ce sujet et qui contient des choses absolument extraordinaires au niveau de la polyphonie et du contrepoint, et qui contient même des puzzles, donc des énigmes, si vous voulez, des petites énigmes où Bach a donné simplement une ligne et puis c'est aux musiciens à retrouver la façon d'agencer ou de faire jouer, je sais pas, 2, 3 ou 4 instruments transposés en commençant par la fin. Donc on peut retourner la partition. On ne sait pas si on a trouvé tous les puzzles que Bach avait inventés avec ce thème. Voilà. Donc ce que vous avez ici dans la fugue, c'est le sujet et ce qu'on appelle dans le jargon fugué le contre-sujet, qui est en fait la première voix intérieure qui vient soutenir l'entrée du deuxième sujet. Je vous le joue, donc le sujet c'est... Et vous entendez clairement, ou peut-être pas, mais à partir de quel moment, mélodiquement, le sujet devient soudain un peu moins intéressant. C'est-à-dire qu'à partir... Jusque-là, c'est relativement intéressant. Et puis... il y a des... Voilà, c'est beaucoup plus commun, c'est-à-dire on a plus grand-chose de nouveau qui arrive. On a même un son qui est relativement long, sur lequel on attend, on ne sait pas pourquoi. Donc l'élément purement mélodique devient secondaire. Pourquoi ? Parce que cette partie-là du sujet doit exister uniquement pour soutenir... Et vous allez voir que Bach décide de faire entrer sujet après sujet à une telle vitesse qu'en fait, on a assez peu de temps. Le sujet est relativement... Quand on a joué ça, le suivant est déjà là en train de pousser le deuxième par derrière en disant « Non, maintenant c'est à moi ». Et pas beaucoup plus loin, le quatrième arrive et dit au troisième « Pousse-toi de là, maintenant c'est à moi de me faire entendre ». Ce qui donne quelque chose, si j'arrive à le jouer là. Heureusement, je ne dois pas le chanter. Ce que vous avez entendu, c'est sujet après sujet. On entendait très distinctement le premier, le deuxième. Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu tous les quatre. À partir de là, à partir de l'arrivée, à partir du quatrième, les sujets vont se succéder, mais de manière beaucoup plus serrée. Donc ce qui se passe après le quatrième, c'est qu'on a ceci qui se passe. Donc on a de nouveau un... Parce qu'après 4 sujets, puisque la fugue est à 4 voix, on a fait le tour, si vous voulez. Donc après, on recommence. Et on recommence avec... ici, on recommence avec le soprano. On avait commencé avec l'alto. Alto. Soprano. Ténor. Ténor. Là, Bach n'attend plus. Donc, ce qui va se passer, c'est que les sujets vont se succéder à une telle fréquence qu'on va avoir une multitude d'éléments de voix extérieures, de voix intérieures qui vont
se succéder les unes aux autres, sans jamais, si je me souviens bien ici, sans jamais, dans leur coexistence, passer l'une au-dessus de l'autre. Donc elles gardent, en fait, toutes, elles se trouvent toutes dans une bande, si vous voulez, dans un ambitus, dans un intervalle qui varie tout le temps, donc ça varie tout le temps, mais dont elles respectent un peu comme les arbres qui poussent en respectant leur espace, l'espace commun, donc ils ne vont pas pousser les uns dans les autres, sans aller pousser verticalement les autres voies. Donc elles peuvent se pousser horizontalement, disant pousse-toi de là, maintenant c'est à moi de jouer, c'est à moi d'arriver, mais jamais verticalement. Voilà, donc ça c'était mon exemple de Bach. J'ai un... je ne sais pas, jusqu'à quelle heure parce que c'est... On va en tout cas terminer à 7h30. D'accord. Donc, ça dépend du temps que tu laisses. J'ai beaucoup d'exemples. Si je parle autant pour chaque exemple, ça va durer jusqu'à demain. Mon troisième exemple est plus court et est tiré d'une sonate de Beethoven. Il faut savoir dans le corpus musical occidental, l'importance de Jean-Sébastien Bach est immense. Donc il est un peu une sorte de père spirituel fondateur de la musique occidentale. Il faut savoir, j'insiste toujours là-dessus et j'en parle souvent, que la musique occidentale telle qu'on la connaît est loin de représenter tout ce que la musique offre dans le monde. Ce n'est qu'une petite partie de la musique, c'est essentiellement de la musique écrite, alors que la grande majorité de la musique dans le monde est une musique non écrite, une musique de tradition orale. C'est une musique composée, donc c'est une musique qui est établie par quelqu'un qui l'a organisée, qui l'a notée sur papier. Cette manière de faire de la musique représente aussi une minorité de la musique qui existe. Donc la plupart des musiques, en tout cas des musiques de tradition orale, sont des musiques improvisées. Mais même dans les musiques occidentales, il y a énormément de musique improvisée. Donc cette musique que je vous présente aujourd'hui représente une toute petite partie de la musique, même si elle est très présente en Occident, évidemment. Alors Beethoven emprunte évidemment certains des modèles de Bach, même si son cheval de bataille, c'est la symphonie et la sonate, surtout la sonate qui va triturer et déformer et détruire littéralement. Voilà, il en écrit 32. Celle-ci, c'est la 31e, donc c'est l'avant-dernière sonate. Et dans ces dernières sonates, Beethoven s'est mis à utiliser deux formes musicales qui sont fondamentales dans la musique occidentale, qui sont la variation, qui est une forme dérivée de l'improvisation. Donc l'improvisation consiste en une variation d'un thème. Détrompe-moi, Yann, est-ce que je peux dire ça ? Est-ce que je peux dire ça, que la variation, c'est une forme qui est la base de l'improvisation ? Oui, merci. Et une autre forme qui est la forme contrapuntique de la fugue. Donc dans les dernières sonates de Beethoven, dans les 5 dernières sonates de Beethoven, on trouve à l'envi une multitude de mouvements qui sont des mouvements à variation. Je ne comptais pas parler de la variation aujourd'hui, ou des fugues. C'est le cas dans la sonate numéro 28 qui se termine par une fugue, la sonate numéro 29 qui se termine par une fugue, la sonate numéro 30 qui se termine par une forme variée qui contient une fugue. Donc une des variations est une fugue. La sonate numéro 31, dont je vais dire quelques mots ici, se termine par une double fugue, donc avec un thème inversé. Et la sonate numéro 32 contient une forme fuguée dans le développement du premier mouvement. Et le deuxième mouvement est une immense forme en variation qui dure 20 minutes. Donc voilà, les fugues, les variations, là, il en fait, il en refait. Donc ce qu'on a ici, c'est une fugue à 3 voix. Ce qui me semblait intéressant de faire entendre, c'est comment
Beethoven utilise le sujet de sa fugue et le transforme, ce sujet pour en faire des éléments qu'il va réutiliser à l'intérieur même de la fugue. Donc le sujet de la fugue, je vous joue juste le sujet, c'est ça. Très austère, hein. Voilà, donc le sujet, j'en ai joué 2 et le début du troisième. Dans la première partie de la fugue, le sujet monte. Dans la deuxième partie de la fugue, le sujet descend. Mais c'est le même, ce sont les mêmes intervalles, il est renversé. Ce que Beethoven fait, c'est qu'il accélère ce sujet, donc il le renverse et il combine tous ces éléments. Je vais essayer de vous faire entendre à partir de... Donc voilà, on a un élément ici qui fait... Donc si vous avez vous avez donc qui est un morceau du sujet avec une basse, running bass, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, une basse, une simple basse. Et ce qui se passe à partir de là, c'est qu'il reprend des éléments du sujet et qu'il va l'accélérer, ce qui donne quelque chose comme ça. C'est assez complexe. Encore accéléré. Donc ce que Beethoven fait subir enfin ce que Beethoven fait, c'est utiliser le sujet pour créer des voix supplémentaires. Ici, le procédé, c'est l'accélération. Donc on a le sujet à une vitesse, puis on a le même sujet au double de la vitesse, et puis le même sujet au quadruple de la vitesse. Et tout ça assemblé en même temps. À tel point, bon, c'est un travail extrêmement conceptuel de la part de Beethoven, à tel point que le matériau en devient presque, dans ce cas-ci, ça va encore, inaudible, méconnaissable, complètement, c'est une voix qui est complètement déformée, mais qui tire quand même sa source de la voix première qui est le sujet. Beethoven va très loin parce qu'il écrit donc il écrit dans un de ses quatuors un mouvement final qui est une fugue qui s'appelle la grande fugue, grosse fugue, où là le sujet, parce qu'ici on a un sujet relativement inoffensif, hein, on n'a pas des sauts, des choses très très compliquées. Dans le sujet de la grande fugue, pourquoi tu raccordes, ce sujet est tellement dingue, hein, ça sont des intervalles absolument fous, il fait subir des transformations à un sujet tellement dingue que cette pièce sonne, enfin certains trouvent cette pièce horrible, ça sonne très très mal, et à l'époque les interprètes de la pièce, on a souvent une image de la musique contemporaine, de la musique actuelle comme étant quelque chose de rébarbatif, inaudible ou injouable. Il faut vous dire qu'à l'époque de Beethoven, les interprètes même de sa musique trouvaient que c'était injouable et horrible et s'en plaignaient amèrement. Voilà. Donc ça ne date pas d'hier. Ça c'était Beethoven. J'ai d'autres exemples. Alors, j'aimerais prendre un exemple dans la musique romantique.
et plus spécifiquement dans... Il faut que je le retrouve. C'est pas là. Dans Schumann. Donc Robert Schumann, qui est un compositeur allemand du 19e. Donc là, on passe... voilà, Beethoven a vécu à cheval sur le 19e, il est mort en 1827. Schumann est né en 1810, si je me souviens bien, ou 11, non, 10. Donc c'est une autre génération de compositeurs. Si Bach consacrait la fin du classicisme et le début du romantisme tel qu'on les catégorise, Schumann se trouve vraiment en plein dans le romantisme. Il y a une particularité dans l'écriture de Schumann, c'est que dans son utilisation des voix, donc on a une écriture qui est toujours très polyphonique, mais qui n'est plus du tout contrapuntique au sens de Bach. Donc on n'a plus de fugue, on a vraiment l'importation dans la musique romantique allemande de l'écriture italienne de la monodie accompagnée. La chanson, en fait. Littéralement la chanson. La chanson, c'est une mélodie avec un accompagnement de, je sais pas, de mandoline ou de guitare ou d'instruments qui vont jouer une harmonie de façon accompagnante, comme on entend encore aujourd'hui, et sans structure complexe, contrapuntique ou polyphonique. Mais Schumann est quand même un héritier de Bach, il ne faut pas l'oublier, donc il y a quand même encore quelque chose de très polyphonique dans son écriture. Et ce qui est particulier chez Schumann, c'est qu'on a une fusion des voix. Donc ce qu'on va avoir chez lui, c'est que les différentes voix vont être superposées, mais elles vont partager des éléments. Donc elles ne seront pas comme chez Bach, distinctes, une voix, une deuxième voix, une troisième voix, une quatrième voix, éventuellement une cinquième ou une sixième. Ici, on a vraiment quelque chose comme un mélange, une fusion. J'appelle ça une fusion. J'essaie de trouver un bon exemple. Je trouve finalement mon exemple pas si bon. Ça arrive, hein. Mais voilà, c'est un exemple relativement simple où on a trois voix. Et où régulièrement les deux voix inférieures, donc la voix, on peut appeler ça le soprano, alto et basse. L'alto et la basse partagent des éléments en commun. Vous allez entendre. Vous allez entendre aussi, je vous le dis déjà, que c'est relativement plus facile à écouter que la musique de Bach. C'est moins compliqué, contrapuntiquement, c'est plus clair. Mais je vais quand même vous jouer les éléments distincts, séparés, après vous les avoir joués ensemble, pour que vous les réentendiez différemment quand je rejouerai ensemble. Il s'agit d'un extrait des Kinderszenen, donc, qui sont des pièces, des scènes d'enfants. Ils ne sont pas des pièces pour enfants, mais qui sont des scènes d'enfance, donc description de scènes d'enfance. Et celle-ci s'appelle von fremden Ländern und Menschen, de pays et de gens étrangers. Très connu. Celles ou tous ceux qui ont peut-être fait du piano quand ils étaient petits, ils ont peut-être joué cette pièce. C'est une pièce qu'on donne aux enfants. Donc on entend très 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 clairement que l'aspect mélodique domine complètement dans cette pièce. On a voilà, qui est une chanson très simple, qui pourrait être une chanson enfantine.
Et ça, c'est accompagné de quelque chose qui est d'un accompagnement qui rappelle peut-être je ne sais pas moi, la rotation d'un rouet, par exemple. Donc ça tourne comme ça doucement, comme une berceuse. Il y a quelque chose de très berçant. Et ça, c'est... Alors, c'est là qu'on a la structure interne, donc si vous voulez, le noyau de cette pièce qui est très très simple, hein, c'est la combinaison de l'alto, j'appelais ça alto ou ténor, je ne sais plus, de l'alto, que je viens de jouer, et de la basse, qu'on entend à peine en fait, quand elle est jouée, qu'on entend un peu plus dans la deuxième partie, vous allez voir pourquoi, qui est... Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est très simple, hein, ce que je viens de jouer. Donc vous vous rendez compte qu'en fait les éléments, la combinaison des éléments et des voix combinées est relativement simple. Enfin, les éléments distincts sont relativement simples. C'est leur combinaison qui donne à une pièce son aspect complexe. Parce que, bon, alors complexe, tout est relatif. Je vous jouerai un extrait d'une étude de Georges Ligeti, c'est un petit peu plus complexe que ceci. Vous verrez, les liens sont évidents. Mais c'est l'ensemble, c'est la combinaison de ces trois éléments simples qui donne à sa pièce sa richesse et sa complexité. Je rejoue les trois ensemble. Ce qui se passe dans la deuxième partie, c'est qu'on a, au lieu d'avoir une mélodie qui est faite de notes simples, on a une mélodie qui est donc on a deux personnes qui chantent. Il y en a une qui chante et il y en a une qui chante à la tierce inférieure. Et on a en plus de ça une troisième personne qui chante la basse. Et qui reprend le rythme. Donc au début, ça donne ceci. Deuxième partie. Est-ce que vous entendez le... Je vais l'accentuer, mais ça ne se fait pas. Je le fais pour que vous l'entendiez. Donc là, j'ai accentué la partie, la basse. Ce que vous entendez, c'est maintenant réécouter. Et puis on recommence. Donc ce qu'on a, c'est un apport d'une voix supplémentaire, secondaire, mais absolument essentielle. J'enlève un exemple, parce que sinon on va... Alors j'ai un exemple qui vient... J'aurais voulu... oui, j'ai un exemple qui provient d'une pièce de Frédéric Rzewski. On aurait été malheureux sans un exemple qui vienne d'une pièce de Frédéric Rzewski, et qui provient, qui est encore une autre manière de traiter la voix intérieure, qui n'est pas facile à entendre, mais je vais vous aider à l'entendre, et qui provient d'un cycle de variations. Vous allez me dire, mais il n'y a que des variations et des fugues dans cette musique. Il semble que ces structures ou ces formes
revêt une importance particulière puisque les compositeurs les utilisent. Et donc, c'est un extrait d'un ensemble de variations que Frédéric Rzewski a écrites. Je peux brièvement raconter le contexte parce que ça plante aussi le personnage. Donc, ces variations cette pièce qui sont une commande qui lui a été faite par une pianiste américaine, mais dans le cadre du bicentenaire de la Révolution américaine. Donc 1776-1976. La pianiste s'appelle Ursula Opens et Frédéric Rzewski, j'aime dire ça, à l'outrecuidance. Donc on est en 1976, c'est-à-dire qu'on est, si je ne me trompe pas, 3 ans après le renversement du gouvernement Allende au Chili. C'est ça, hein, 73. Septembre 73. Frédéric Rzewski a l'outrecuidance de choisir pour une pièce qui est une commande pour le bicentenaire des États-Unis, dont on sait qu'ils ont été instrumentaux dans le renversement de ce gouvernement Allende, la célèbre chanson révolutionnaire, parce qu'il y a eu à ce moment-là l'émergence d'un répertoire révolutionnaire en espagnol, en Amérique latine et au Chili en particulier, qui est une chanson extrêmement connue qui s'appelle El pueblo unido jamás será vencido. Voilà, donc c'est la chanson que Frédéric choisit d'utiliser pour écrire ce cycle de 36 variations immense, ça dure 1 heure. Et dans une de ces variations, Frédéric crée une voix vraiment, que pour moi j'estime vraiment exemplaire de ce que c'est qu'une voix intérieure. Donc c'est un élément qui est joué, mais qui, s'il est joué normalement, ne paraît pas, ne se sentant pas comme une voix intérieure, mais qui, s'il est joué comme c'est indiqué ici, produit un élément, si vous voulez, un élément en filigrane, littéralement, qui est un élément supplémentaire qui n'est pas écrit, littéralement. Donc il n'a pas ajouté une voix. C'est une des voix qui, jouée d'une certaine manière, ajoute un élément. Alors, le thème, vous le connaissez. Hein, ça, c'est le début. Je ne vais pas vous jouer, vous connaissez la chanson. Et donc, dans la 3e variation, on reconnaît à peine la chanson. On a une superposition de... C'est très, très atonal, avec des triolets. Je vous le joue sans cet élément que le compositeur ajoute. Voilà, donc on dirait une petite invention, un peu comme une invention de Bach, un peu comme... Voilà, on a une invention à 2 voix de Bach, 2 éléments superposés, mais ce que le compositeur ajoute, ce qu'il indique, c'est qu'il faut tenir certaines notes. Et donc, au lieu d'avoir... On a ça. Donc ce qu'on entend en filigrane, c'est l'accord qui est créé par les sons. C'est très très différent. C'est très différent parce qu'on a ces accords qui sont un peu comme des, si vous voulez, c'est un peu comme si on avait, comme si on jouait ça sur un orgue et qu'on avait des sons qui tenaient un petit peu puis qui sont lâchés, qui tiennent un petit peu, qui sont lâchés, mais qui proviennent d'un élément qui est purement mélodique, si vous voulez. Ou monodique, c'est ce qui donne... etc. Je ne sais pas si vous avez entendu cette...
extrêmement subtil, mais ça fait une énorme différence. Mon dernier exemple, et après je parle un peu de la question de la voix intérieure, brièvement. C'est un exemple qui est tiré d'un ensemble d'études d'un compositeur hongrois qui s'appelle György Ligeti, comme son nom ne l'indique pas, il n'est pas italien, c'est pas Ligeti, c'est Ligeti, qui est un compositeur qui est né en Transylvanie, comme pas mal de compositeurs hongrois. Donc il y a vraiment, comme la Bohème fut un jour un berceau de compositeurs germaniques, la Transylvanie est un berceau de compositeurs hongrois. Donc né dans une région à forte minorité hongroise, c'est une région qui aujourd'hui se trouve en Roumanie, région dans laquelle sont nés Bartók, Kurtág, Ligeti, Eötvös, qui sont des grands compositeurs hongrois. Alors Ligeti s'est intéressé à... D'abord il a réussi à fuir son pays, il a quitté son pays. Il est venu s'installer en Allemagne et il s'est intéressé à une multitude de musiques extra-classiques, hors de la musique classique. Lui qui avait été formé à la musique classique savante avec les maîtres qu'on connaît, tous les maîtres allemands du XIXe siècle, et Bach évidemment, Bach et Beethoven, s'est intéressé en Allemagne, il s'est installé à Köln, il s'est intéressé à la musique électronique naissante, enfin qui était à l'époque naissante. Donc une musique qui était fabriquée à l'aide d'instruments assez rudimentaires qui produisaient des sons sinusoïdaux absolument atroces. Mais voilà, les compositrices et les compositeurs d'époque y trouvaient leur compte, pas d'ordinateur, pas de synthétiseur, réellement, tout ça a été fabriqué à la main. Et Ligeti a composé un peu de musique électronique, mais il s'est en fait inspiré de cette musique électronique pour écrire une musique instrumentale qui ressemblait un peu à la même musique électronique. Donc cette possibilité de couper les sons de façon extrêmement abrupte, cette possibilité de superposer une multitude de couches sonores. Tiens, on retrouve notre question de la polyphonie et du contrepoint, encore et encore. Mais Ligeti s'est aussi intéressé à d'autres choses comme la musique d'Afrique centrale, la musique des Pygmées Aka qui l'intéressait énormément, qui comporte aussi des éléments de polyphonie rythmique, de polyrythmie. Il s'est aussi intéressé à un compositeur américain qui s'appelle Conlon Nancarrow, qui écrivait des pièces pour piano mécanique, donc qui composait ses pièces en perforant des cartes, donc ce sont des cartes perforées. Il a assemblé tout ça et il a créé une musique absolument extraordinaire qui est en fait une immense réflexion sur la variation et la polyphonie rythmique et sonore, en particulier dans une série d'études pour piano qui sont particulièrement compliquées. Je vous présente un petit peu une des études qui est la 6e, qui s'appelle Automne à Varsovie, qu'il a écrite pour ses amis polonais. Voilà, on sait ce qui s'est passé à Budapest, on sait ce qui s'est passé à Prague et on sait ce qui s'est passé à Varsovie. On ne va pas revenir là-dessus. Et donc cette pièce est basée sur une structure rythmique intangible et répétitive qui est formée d'une valeur de note, la double croche, qui parcourt la pièce du début à la fin sans arrêt. Ça, c'est un élément typique de la musique africaine, si vous voulez. La structure, l'élément rythmique, le battement rythmique incessant, sur lequel on va disposer des structures rythmiques qui seront plus rapides, plus lentes, et qui seront disposées de manière régulière. C'est ce que fait Ligeti dans Automne à Varsovie, en créant évidemment de nouveau une polyphonie et un ensemble de voix, littéralement dans le cas de cette pièce, de voix fantômes, ce
qu'on a sont des voix fantômes. C'est-à-dire, on avait déjà ça un peu dans la pièce de Frédéric Rzewski. On n'a pas littéralement une voix ajoutée, mais on a une voix fantôme, c'est-à-dire qui est créée par l'adjonction des éléments les uns avec les autres et par une certaine manière de jouer ces voix. Ici, on a littéralement des voix fantômes, c'est-à-dire ce ne sont pas des voix qui sont écrites littéralement, mais la conjonction des éléments réunis fait qu'on entend des choses qui ne sont pas en fait jouables telles quelles. Elles ne sont jouables, elles ne sont audibles que quand on joue l'ensemble. Ça rappelle un peu certaines expériences visuelles. Moi, je rapproche toujours la musique de Ligeti de celle du travail pictural de Moritz Escher. Je ne sais pas si vous connaissez Moritz Escher, qui est un dessinateur hollandais qui a créé des structures visuelles en 2 dimensions, mais qui représentent des formes en 3 dimensions, avec des illusions, en fait des illusions visuelles, littéralement des illusions optiques. Donc on voit des structures qui en fait n'existent pas, qui ne sont créées que par l'agencement ou la disposition des éléments dans le dessin. C'est un peu la même chose, un peu la même chose chez Ligeti. Donc je vous joue une partie de cette étude. Donc l'élément rythmique de base est composé de double croche. Je vais peut-être vous jouer d'abord les éléments séparés. Je ne vais pas tout vous jouer. Et ça consiste en ceci. Donc. En fait, le problème, c'est que je vais avoir du mal à jouer l'élément rythmique de base sans jouer le reste. Ce qui veut bien dire qu'en fait, l'ensemble, les éléments distincts n'existent que parce que l'ensemble existe. Donc on a ce... Ça, c'est l'élément rythmique de base qui varie, donc qui va bouger tout au long de la pièce et sur lequel le compositeur dépose des structures mélodiques très simples qui sont chromatiques et qui font des... C'est simple, hein. On dirait un peu un... On dirait presque du chant grégorien, en fait. On a quelque chose de très simple, avec ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire ça commence à l'unisson, et puis là on a une voix qui déroge à la structure en octave, puisqu'on n'a pas ça, on a ça. Et donc on a des espèces de petits chorales comme ça qui apparaissent sur ce tapis de notes rapides. Je vous joue l'ensemble, ça donne ceci. Parce que vous allez voir que, évidemment, rythmiquement, si ce que vous entendez ici est bien... Si vous arrivez à compter vite, vous en comptez combien? Vous en comptez 4 chaque fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça change tout le temps. Mais en fait, évidemment, Ligeti aurait été idiot, il se serait fichu de nous s'il avait fait comme ça, ne va pas disposer les éléments mélodiques exactement sur la structure rythmique qu'il a créée par ce tapis, mais il va disposer ça de manière irrégulière. C'est-à-dire qu'on a des structures de 5. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a constamment des espèces de décalages qui se créent entre les éléments, des décalages rythmiques qui se créent entre tous les éléments, qui créent cette illusion, ce fantôme sonore que vous allez entendre. J'espère que vous allez l'entendre. J'aurais mal vendu ma camelote. Ce que vous entendez ici, c'est qu'à partir d'un certain moment, il n'y a évidemment pas une seule voix qui existe. On a plus simplement ce ti la 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 la.
qui d'ailleurs me rappelle toujours un peu les... On dit que ça représente des larmes, en fait, des larmes qui coulent. Il y a quelque chose qui coule doucement. Moi, je pense que ça me fait plutôt penser à la pluie qui coule sur la vitre. Donc, ce sont des... Je ne sais pas si vous avez déjà observé la pluie qui coule. les gouttes ne descendent pas toutes à la même vitesse. Elles descendent à des vitesses différentes. Donc, elles créent une espèce de polyphonie de gouttes. Elles ne descendent pas toutes en même temps. Ce qui se passe à un certain moment dans la pièce, c'est que le compositeur ajoute des voix qui, évidemment, vous vous en doutez, ne vont pas toutes à la même vitesse. Le rôle de l'interprète ici est de placer les éléments des voix, les éléments mélodiques, au bon endroit sur ce tapis rythmique. Donc, si on vous laisse faciliter la tâche, on confierait ça, et ce ne serait pas si facile, en fait. C'est ce qui se passe dans la musique centrafricaine, qui est en fait assez difficile à jouer. On confierait la structure rythmique à un interprète, qui ferait le tapis sonore, et puis d'autres interprètes viendraient se placer là-dessus. Ce que Ligeti aime à faire, évidemment, c'est à refiler tout ça à une seule personne qui doit arriver à combiner à la fois le fait de jouer ce tapis sonore de manière extrêmement régulière, parce que c'est là-dessus que va se déposer le reste, et puis déposer les autres éléments à l'endroit indiqué pour créer cette illusion sonore. Je continue un peu plus loin. Vous allez entendre qu'il y a de plus en plus de voix qui se superposent. Donc, je vais aller un peu plus loin. Voilà, je ne sais pas si vous entendez, ça devient littéralement vertigineux, parce qu'on a des voix qui n'arrêtent pas d'entrer et qui vont à des vitesses différentes, littéralement. On entend ces éléments qui vont à des vitesses différentes. Voilà, c'était mon dernier exemple. Et comme il est déjà 7h10, je vais conclure avec un petit mot sur cette question de la voix... La voix intérieure. Donc la question, c'est comment, au fond, qu'est-ce que fait un musicien quand il joue d'un instrument. On a parmi les musiciennes et les musiciens une grande et célèbre exception. Ce sont les chanteurs et les chanteuses qui disposent de leur instrument à l'intérieur. Et donc je ne parlerai pas d'elles. Parce que c'est encore une autre manière de concevoir c'est-à-dire que quand vous chantez, vous entendez littéralement votre voix à l'intérieur, hein, et vous l'entendez quand vous êtes un chanteur ou une chanteuse lyrique, votre voix résonne dans tout votre crâne, c'est absolument, on n'entend plus rien à l'extérieur, hein, ça remplit absolument tout l'espace sonore. Je doute qu'on entende même encore la voix intérieure dont je voulais parler quand on chante du Puccini, par exemple. Mais donc, qu'est-ce que fait un musicien, une musicienne quand il joue de son instrument? Il produit une vibration, en fait. Il fait résonner un instrument, que ce soit en jouant du violon, il frotte une corde, il fait vibrer la corde, il produit un son. Quand je joue du piano, et je dis souvent que le violon est un instrument
le piano est une machine. C'est un autre stade de l'instrument, parce que dans le violon, il n'y a pas vraiment de mécanique, alors que dans le piano, il y a une mécanique, c'est-à-dire que pour faire résonner la corde, je dois actionner une mécanique. Donc l'interface, l'intermédiaire entre moi et le son est plus éloigné que pour le violoniste, qui a son doigt directement posé sur la corde et qui utilise l'instrument. On peut prendre le guitariste comme exemple, qui pince littéralement la corde. Donc il est constamment en contact avec l'instrument. Cette question, évidemment, pour moi, se pose d'autant plus que le pianiste est éloigné de la source du son. Je pense que pour le violoniste, il y a quelque chose de l'ordre de la proximité, ou pour l'instrumentiste avant, il y a aussi quelque chose de la proximité, du rapport avec l'instrument, du contact avec l'instrument et de la production directe du son. Quand un saxophoniste produit un son, c'est son souffle qui fait vibrer l'instrument. Donc il y a vraiment un rapport direct avec la vibration de l'instrument qui sort de sa bouche. C'est presque du chant, en fait. Et un instrumentiste qui sent l'instrument vibrer dans sa bouche. Le violoniste sent l'instrument vibrer sur son épaule. Le pianiste ne sent pas l'instrument vibrer. On est en fait en contact avec cet instrument que par... Bon, on peut jouer avec les coudes, hein, mais... que par le bout des doigts, la plupart du temps. Ça nous arrive de jouer dans l'instrument. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai dû développer pour quand même arriver à avoir un rapport avec le son que je produis? Ne pas le laisser à distance et à devenir un pousseur de boutons, en fait, un enfonceur de touches et une espèce de percussionniste à distance. Parce que le percussionniste a au moins, lui, la chance d'avoir de nouveau un contact rapproché avec l'instrument. Il peut toucher l'instrument même par l'intermédiaire de la baguette. Eh ben, c'est la voix intérieure. Pour moi, ça n'a pas été une découverte. Je crois que c'est quelque chose qui a toujours été là, mais dont je me suis rendu compte petit à petit, et une chose sur laquelle à laquelle j'ai donné un nom, enfin que j'ai nommé et que j'ai littéralement parce qu'en fait la voix, on a tous ça dans la tête, on a les voix qui parlent, on a sa propre voix qui nous parle constamment, qui nous dit fais ça, mais tu devrais ouvrir le courrier, tu devrais les factures, les machins, les trucs du quotidien qui sont tout le temps dans la tête. Donc on tient parfois des discours extrêmement élaborés, où on présente à nos interlocuteurs des choses extrêmement intelligentes, ou apparemment très intelligentes, mais en fait à l'intérieur on pense à des choses extrêmement triviales et banales. C'est cette voix qui nous parle tout le temps. Quand on fait de la musique, on ne peut pas se permettre de laisser celle-là prendre le dessus. Je me souviens d'un film français où Jean Rochefort incarnait un pianiste. Et donc il faisait semblant de jouer, évidemment, parce que Jean Rochefort n'est pas capable de jouer du piano. Je crois qu'il ne faisait pas ça très bien. Il y a des films où les acteurs y mettent un peu plus du leur pour imiter le jeu instrumental. Et je me souviens, il pensait à sa déclaration d'impôt, un truc comme ça. Et je me disais, ça c'est bien, désolé de le dire, ça c'est bien un film français, complètement à côté de la plaque. Non, on ne peut pas jouer du piano et penser à sa déclaration d'impôt. Ça ne va pas, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'en fait, quand vous jouez, vous êtes constamment en train de jouer ce que vous jouez à l'extérieur, à l'intérieur. Il y a vraiment comme deux réalités sonores qui existent. La réalité de la voix intérieure, qui est une réalité qui est cultivée, qui est travaillée. Parce qu'en fait, c'est très difficile de pouvoir suivre dans sa tête le déroulement d'une pièce aussi complexe qu'une fugue de Bach, par exemple, avec ses 4 voix ou avec ses 5 voix, entièrement dans sa tête. C'est quand même une chose admirable de savoir que les chefs d'orchestre sont capables d'entendre intérieurement la musique qu'ils lisent sur une partition. C'est une prouesse assez... Donc le travail avec les instrumentistes, le travail avec la machine de l'orchestre fait que cette voix s'est développée. Donc c'est une voix intérieure qui est, dans mon cas, qui est littéralement dressée.
Elle n'est pas dressée debout, elle est dressée comme un animal. Et je pense qu'en fait, l'apprentissage du piano, on a souvent l'impression que c'est un apprentissage, c'est un dressage d'enfants. Voilà, on dresse les enfants à jouer, on dit les singes savants sont des singes savants. On dresse les doigts à jouer. Mais je pense qu'en fait, véritablement, la véritable tâche du musicien, c'est pas de dresser ses doigts à jouer, c'est de dresser sa voix intérieure à chanter la musique. Voilà, merci. Particulière. Mais merci beaucoup pour cette très belle conférence, récitale, enfin, je ne sais pas très bien comment il faut le qualifier. En tout cas, ça rencontre tout à fait l'espoir que j'avais d'amener quelque chose d'un petit peu différent et atypique dans une réflexion qui restait quand même très fort dans les canevas qu'on connaissait habituellement. Et je trouve que cette conférence, moi je n'ai pas grand-chose à en dire en réalité, sauf qu'il me semble qu'elle ouvre à un espace pour moi complètement inconnu et dont les liens avec ce que j'essaie d'explorer sont simplement à découvrir. J'ai l'impression qu'il y a une porte là que j'ai demandé qu'on ouvre et qu'il y a un flot qui m'a envahi un peu comme là, mais dans l'ensemble, dans ma patiente, mais à l'inverse, et que maintenant je vais avoir besoin de temps pour me remettre, commencer à penser, parce qu'il y a tellement de choses dans ce que tu as dit. Il y a cette question des quatuors avec la place du deuxième violon, il y a la musique ancienne versus la musique moderne, il y a ce dont tu as parlé hier, c'est quand même le tournant de Liszt, Wagner, etc. Voilà. Toutes ces choses-là, donc qui montrent à la fois quand même, et les génies. Bon. Donc il y a à la fois tous les mouvements sociaux qui viennent se manifester dans des courants musicaux et des transformations profondes de la musique. En même temps, il y a les individus. Et puis alors, il y a, comme tu disais aussi, il y a toutes ces musiques différentes dont la musique dont on a parlé n'est qu'un tout petit morceau. Je vais laisser la parole parce que pour les quelques minutes qui restent, mais je voudrais juste dire que quand tu as commencé le clavier bien tempéré, moi j'ai ressenti une émotion forte. Et en même temps, j'imagine que ça va être extrêmement banal. Et quand tu as Ligeti, j'ai eu un sentiment d'une force et de quelque chose de puissance dans cette musique que je n'avais jamais écouté qu'en opéra. J'avais jamais écouté et je trouvais qu'il y avait là quelque chose qui me transportait avec à la fois d'une violence et de quelque chose de... Voilà. Alors, c'est ce qu'on parlait hier des sentiments et des émotions et comment ça se transmet, etc. Mais bon. Voilà, j'arrête là, je vous transmets la parole. Je peux commenter Oui. Par rapport mais pas trop longuement. Hein, D'accord, pas trop longuement. Il y a un aspect que je n'ai pas abordé, dont j'aurais pu aussi parler, c'est parce que la différence entre la musique ancienne et la musique moderne n'est pas si différente. Bon, la différence entre la musique occidentale, dont j'ai essentiellement parlé aujourd'hui, et les musiques extra-occidentales, extra-européennes, je pense qu'il y a aussi une autre différence qui nous concerne, c'est la différence entre la musique fonctionnelle et la musique pure. Et de nouveau, j'ai dit que l'essentiel de la musique dans le monde était une musique de tradition orale, l'essentiel de la musique dans le monde est une musique donc non écrite, c'est essentiellement une musique improvisée, donc, mais c'est aussi essentiellement une musique fonctionnelle. Toutes les pièces que je vous ai jouées aujourd'hui sont arrangées dans le tiroir musique pure. Ce ne sont pas des musiques fonctionnelles, c'est-à-dire ce ne sont pas des musiques qui ont une fonction dans la société ou qui ont une fonction dans la tribu ou qui ont une fonction à l'église ou une fonction... Il faut se souvenir que la musique au départ, même si on peut dire que c'est l'expression de quelque chose qui n'est pas dissible en mots ou qui n'est pas dissible autrement, mais qui est dissible en son, comme une autre chose serait dissible en utilisant la matière bois ou le granit ou l'image ou la couleur, la forme, les lignes, etc. Je peux citer Deleuze quand il parle des différentes formes en art et en sciences. Mais ce qu'on a aussi dans la musique, c'est la fonction de la musique. Donc l'essentiel de la musique,
a une fonction au départ. La musique n'est pas simplement l'expression d'un individu qui a des idées ou une voix intérieure qui lui dit fais ci, fais ça. Non, la musique a une fonction. Elle sert à danser, elle sert pour les mariages, elle sert pour les funérailles, elle sert pour les offices religieux, et puis après ça, oui, elle sert pour la musique de film, elle sert pour toutes sortes de choses. La musique pure n'est qu'une partie de la musique. C'est ce que je voulais ajouter. Vous avez des questions? Je peux parler ici? Oui, c'est fort. Oui. D'abord, je vous remercie, effectivement, comme Jean-Paul, j'ai eu beaucoup d'intérêt et beaucoup d'émotions à vous écouter. Et je vais simplement dire deux associations qui me sont venues. Oui. L'une, c'est une association de psychanalystes. La leçon que vous avez essayé de nous donner avec un succès partagé d'écoute musicale, Oui. me semble quand même tout à fait intéressante et quand même très en lien avec, et j'allais jusqu'à me dire, tiens, est-ce que dans la formation des psychanalystes, il ne faudrait pas imposer des cours d'écoute musicale comme vous venez de le faire? Voilà, ça c'est une première association. Une deuxième association, là, c'est une association en tant que chanteuse. Je suis très petite chanteuse dans un chœur lyrique qui chante de la musique sacrée. Et j'étais assez intéressée de ce que vous disiez au début, dans la façon dont vous avez parlé des voix intérieures, qui sont les voix médianes. Oui. Alors, j'ai une double expérience. Je n'ai que 10 ans, je ne connais rien en harmonie, je peux lire une partition. C'est l'avantage de chanter une voix dans un Voilà. chœur, on chante sa voix. Je lis en l'autre. Oui, mais alors justement, chanter sa voix. J'ai deux expériences. J'ai chanté au début, il y a 10 ans, je chantais en soprane. Oui. Et l'âge aidant, je chante maintenant. Formidable. Je chante maintenant, plus en soprane, je chante avec les altis. Et j'ai des vécus très très différents. Et je me demande si c'est pas un peu ce que... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a aidé à mettre des mots sur mes vécus. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de plaisir maintenant à chanter avec les altis. Alors que, bizarrement, personne ne nous entend vraiment, nous les altis. Vous entendez les autres, vous entendez Oui, leur eh bien justement, moi j'entends les autres. Et moi j'avais pas un si joli mot que le vôtre, moi j'appelais ça, quand on chante en alti, on fait la sauce. On fait la sauce, et voilà. Et j'ai beaucoup plus de plaisir, et à deux niveaux. À deux niveaux, d'abord parce qu'effectivement, depuis que je chante, j'écoute les autres. Quand je chante en soprane, on entend ça. Ah oui, on entend ça. ça. Voilà. Et les autres qui gueulent encore plus fort, parce que les altis, c'est quand même... Et au niveau groupal, ça me semble intéressant, parce que c'est une expérience que j'ai, mais que plein d'amis que j'ai ont eu dans d'autres chœurs, c'est que quand même le groupe des altis est bien plus sympathique que le groupe des sopranes, qui sont là à vouloir absolument qu'on les entende. Voilà. Ça, c'est un... Mais je trouve que c'est peut-être... Ben oui, mais non, mais les sopranes peuvent être très sympathiques en tant que personne. Mais au niveau du groupe, c'est vrai que je trouve qu'il y a une ambiance, et je ne suis pas la seule à penser, c'est pour ça que j'ose le dire, parce que vraiment, il y a plein de gens qui m'ont dit, ah oui, quand même, il y a une ambiance comme ça, groupale, je trouve très, très... Oui, ça serait bien de pouvoir expérimenter toutes les positions dans le... Alors, vous m'avez éclairé sur une autre chose, et c'est aussi parce que... Non, mais une troisième petite chose, c'est ce que vous avez dit de la fugue. Oui. Parce qu'en fait, simplement pour mon plaisir, quand je chante des fugues, j'ai beaucoup moins de plaisir. Ah oui. Parce que je trouve qu'effectivement, on est moins dans quelque chose du groupe qui fait lien, et on est là, comme vous l'avez très bien dit, on se pousse chacun et on attend chacun voie. sur sa ligne, et je trouve qu'on est beaucoup plus en... Voilà, c'est ça qui m'est venu. Intéressant, merci. D'autres interventions? On n'a pas beaucoup de temps, donc n'attendez pas des heures. Je trouvais que ça résonne, c'est un instrument qui résonne. Vous parliez de vos doigts qui tapaient sur les bouches. Oui. Le son, quand même, entre dans votre corps. Enfin, et dans le vôtre aussi, j'imagine. La cage thoracique, mais aussi dans le bois de la tête. Oui, je parlais plus physiquement, hein, de la sensation physique de l'appareil qui vibre plus que le son. Évidemment, c'est l'air qui vibre. Hein, en fait. C'est l'air vibrant, vous entendez bien. Mais en fait, vous ne sentez pas
quand vous jouez du piano, l'instrument, c'est tellement lourd et tellement massif, ça vibre très très peu. C'est vraiment essentiellement, en fait, la tension, il y a plusieurs tonnes de tension dans un piano avec toutes les cordes. Les cordes, c'est vraiment la corde qui vibre et la table, mais assez peu le reste. Quand vous jouez du violon, c'est un instrument qui est tellement léger, tellement fin et délicat, qu'en fait tout l'instrument vibre. Je pense à un instrument à vent, c'est la même chose. On sent beaucoup plus. Donc c'est de ça que je voulais parler. C'est le fait que, franchement, moi quand je joue au clavier, je ne sens aucune vibration. Même par le retour. Non, j'entends le son, mais ça c'est les vibrations de l'air, mais je ne sens pas. Non, je ne sens pas de vibration. Je suis vraiment à distance. À propos des voix intérieures, donc dans les voix médianes, on a les voix intérieures qui nous habitent. Oui. Je me disais aussi, qu'en est-il des voix intérieures de celui qui écoute? Est-ce que vous n'en avez pas parlé, mais est-ce que vous incluez dans votre... Mais je ne les entends pas, je m'en reste à... Non, mais est-ce que vous pouvez les imaginer? Les imaginer. Vous n'êtes pas celui qui entendait d'autres musiques. Alors je suppose que, parce que quand il s'agit de musique, il y a l'aspect de, vous savez ce qui va, quand je joue, je sais ce qui va se passer, parce que je le produis. Donc cette voix intérieure, je ne suis pas entré dans les détails, et en termes de synchronisation, toujours un peu à l'avance. En fait, je chante un peu à l'avance ce qui va être entendu. Vous, en tant qu'auditrice, si vous entendez quelque chose à l'intérieur, vous allez l'entendre peut-être un peu en retard, plutôt. Mais vous allez aussi, surtout, en fait, rester, je pense, rester plutôt en rapport avec le son extérieur, sauf si vous connaissez la pièce. À ce moment-là, vous pouvez vous la chanter intérieurement. Mais là, je soupçonne beaucoup d'auditrices et d'auditeurs de penser à des tas de choses quand ils entendent la musique. Donc, entre autres, à leur déclaration d'impôt. C'est pas grave. Si on laisse la déclaration d'impôt de côté, est-ce que lorsque vous êtes avec ces voix intérieures, est-ce que ça laisse une place ou est-ce que ça se combine avec certaines émotions? Grande question. Ça nécessiterait une autre conférence, je pense. Je ne vais pas pouvoir l'expliquer parce que c'est long. Moi, je ne crois pas. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait d'émotion dans la musique. C'est mal, hein? Oui. J'en restais. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut bien distinguer ce qu'est une émotion et ce qui suscite une émotion. Je ne pense pas que ce qui suscite une émotion doit être en soi une émotion. Voilà. Pour moi, la musique n'est pas une émotion. La musique est quelque chose qui, par tout un tas de moyens, qui sont le rythme, le timbre, les hauteurs, etc., l'agencement des structures, et aussi le bagage culturel des auditeurs, suscite des émotions, mais n'en contient pas en soi. Pardon? Il y a des émotions, on lèvera les doigts, on aura tout vu. Stéphane, moi je pense que peut-être que ça rejoint quand même ce que tu disais à la fin, c'est-à-dire que la musique est essentiellement fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle a une fonction sociale. Et je me demande, bon, au niveau des rites, au niveau de plein de choses, et je me demande si on ne pourrait pas rapprocher ça. Il y a un anthropologue de l'art que moi j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle Alfred Gell, qui n'est pas très très connu, mais qui a beaucoup travaillé plutôt sur les arts visuels, et qui disait qu'au fond, l'art est une technologie, mais une technologie particulière, et il l'appelait technologie de l'enchantement. C'est-à-dire que l'art a peut-être cette fonction, dans une société, de faire le lien, enfin, de proposer un certain type de lien, un type de support peut-être, à traduire des choses qui, bien sûr, sont vécues par des individus, mais qui sont quand même de l'ordre de quelque chose qui transcende l'individualité. Oui, oui. C'est sûr que si on remonte aux sources
de la musique et de la pratique musicale. On a clairement des pratiques musicales ancestrales qui sont des manières de créer voilà, de créer des ensemble, de rassembler les gens autour de quelque chose. C'est pour ça que je parlais de funérailles, de mariage, de célébration. Et la musique a une fonction extrêmement puissante. C'est certain qu'il en reste quelque chose dans la musique, dans toute musique. Si on prend Bach, Bach prend son inspiration dans les suites de danse françaises, même si lui-même n'écrit plus de musique de danse. Ce sont encore des danses. Est-ce qu'elles sont dansables à la manière dont étaient dansées les danses françaises du siècle d'avant? Je ne crois pas. Est-ce qu'elles sont dansables? Oui, elles sont dansables. Est-ce qu'elles gardent quelque chose de ces danses françaises? Oui, certainement. Mais ce ne sont plus des danses françaises. Fonctionnellement, c'est autre chose. Et je crois que dans toute l'histoire de la musique, il y a une transformation de la fonctionnalité. Et donc, quand je parle de musique pure, je ne dis pas qu'elle n'a aucune fonction. Je dis juste qu'elle n'est pas seulement... qu'elle n'est pas fonctionnelle et pas conçue de manière fonctionnelle. Et puis on a aussi toute cette transformation de l'individu artiste, l'individu créateur, qui, au fil des siècles, est devenu vraiment un individu important, une personne. Je pense qu'à une certaine époque, les artistes ne signaient pas leurs œuvres. Donc ils produisaient des œuvres, mais ils ne les signaient pas. Il n'y avait pas de rapport de propriété intellectuelle ou de production personnelle. C'était mon apport artisanal à quelque chose qui est-ce qu'on disait même artistique, artisanal. Et ça, c'est venu avec le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, où l'individu créateur est devenu un personnage central et il s'est mis à leur assigner. Donc les œuvres appartiennent ou sont On va devoir s'arrêter pour aujourd'hui. Je pense que c'est une mise en bouche et qui, à mon avis, est assez instructive parce que je pense qu'il y a vraiment là un espace pour d'autres réflexions avec toi ou avec des personnes qui, comme toi, amènent cette double réflexion. Alors, encore un grand merci. Merci à vous d'être venus.